Déléguer, c'est s'augmenter. Enfin, le vrai scale, c'est déléguer. Et les gens qui arrivent à déléguer, tu vois, c'est vraiment ça le génie. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup pensé, tu vois. Souvent, on se dit, le fondateur, c'est qui? C'est le plus intelligent de la boîte et tout. Non, pas du tout. C'est vraiment le chef d'orchestre. C'est celui qui a compris qu'il fallait des gens plus intelligents que lui sur plein de domaines et donc il arrive à déléguer au bon endroit. Et en plus, ces gens-là adorent faire une tâche qui, toi, te prend de l'énergie ou alors te sape le moral ou alors te fait rien en particulier ou alors juste tu souffres de la faire parce que c'est complexe pour toi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation Leaders, le podcast qui donne la parole aux leaders de la tech et de l'innovation. Vous retrouverez toutes les ressources citées dans ce podcast sur notre site innovationleaders.live. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, installez-vous confortablement et bonne écoute. Finari, 3 syllabes qui sont sur le point de marquer l'histoire de la fintech française. Mais c'est pas l'objectif. En fait, l'objectif, il est à minima européen, mais idéalement mondial. Le ton est donné. Lancé en 2020 par 2 entrepreneurs, Julien Blanchet et Mounir Lagoun, cette jeune pousse s'est très tôt, bien entourée, au niveau people et au niveau des fonds, comme YC ou Speed Invest dès le départ. Et vous allez voir, il y a beaucoup de sujets qui me fascinent dans ce projet et que j'ai envie de partager avec vous et les creuser avec Mounir, justement, le CEO et co-founder de cette belle startup. Déjà, je suis fasciné par la rapidité avec laquelle ce produit s'est développé et a pris une place dans le paysage fintech. Ensuite, il y a l'approche marketing, la communication de cette jeune équipe qui m'interpelle. Ils sont pas nombreux et pourtant ils font beaucoup de bruit. Les co-founders sont très prudents et posés et pourtant, vous allez voir, ils vont très vite. Il y a une sorte de maturité qui se dégage dans ce projet, une sorte de puissante et sereine efficacité qui laisse peu de place au doute, vous allez voir. Salut Mounir, merci de passer au micro d'Innovation Leaders. Salut Geoffrey, merci pour l'invitation et ravi d'être là. Content de prendre un peu de temps avec toi, tu sais. Et avant de commencer à rentrer dans la machine Finari, j'ai envie que tu me parles de toi, de ton parcours, de qui t'étais avant de lancer cette boîte. Ton cœur, j'ai l'impression, a pas mal balancé entre finance et business depuis le départ de ta carrière. Qu'est-ce que tu peux me dire sur toi avant Finari ? Bah écoute, je suis toujours la même personne. J'ai juste appris pas mal de choses. Et effectivement, comme tu l'as dit, moi, je me suis toujours intéressé à l'entrepreneuriat d'un côté et à la finance de l'autre. Et donc, j'ai fait des études, j'ai fait une école de commerce et j'étais spécialisé en finance. Et donc, j'ai fait des stages en finance d'entreprise, aussi en asset management. Et après mon cursus, je me suis dirigé en finance d'entreprise. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas vraiment. Et moi, à l'époque, ce qui me faisait rêver, c'était TechCrunch. Et je sais pas, c'était donc ça, là on est en 2012. Et en 2012, j'avais l'impression que TechCrunch, c'était impossible c'était un autre monde en fait, c'était une autre planète. Il y avait Blablacar en France qui faisait pas mal de bruit, il y avait Dashlane, il y avait Drivey je crois, et c'était à peu près, c'était tout. Enfin, c'était vraiment, la Startup Nation française, elle était balbutiante. Et moi je me demandais comment j'allais réussir à passer de la finance à ça. Ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai acheté un cours sur Internet pour $10. Et c'était un cours pour apprendre à coder. Et donc, j'ai appris à faire un peu de front, un peu de back, du langage de base de données. Et j'ai surtout appris à comprendre comment fonctionnait en fait l'ensemble. Et donc, en fait, quand j'ai codé, donc j'ai copié le site de la BBC, le front, donc l'interface visuelle du site de la BBC, je l'ai codé le premier jour du cours. Et je me suis dit, c'est incroyable, je connais rien, je savais rien. Et le premier jour, j'arrive déjà à copier le front. Alors évidemment, ça fonctionnait, c'était que du front, hein. Il n'y avait pas d'interaction et tout. Mais je me suis dit, ouais, ça va être vertigineux. Enfin, tu touchais du doigt cet univers-là et tu t'es dit, si tu mettais un peu plus d'efforts, tu pourrais peut-être arriver à quelque chose. Ouais. Je pourrais peut-être y aller. Et aussi, à l'époque, moi, dans ma promo, à l'époque, on voulait tous être trader ou sales. On voulait être consultant au BCG. On voulait être faire du marketing chez Louis Vuitton ou chez Danone. Ça se résumait à peu près à ça. Et c'est très bien, tu vois. C'est juste que les entrepreneurs, il n'y en avait pas. Il y en avait très peu. Donc, j'avais personne avec qui en parler. J'ai un ami qui est toujours entrepreneur. Mais c'était vraiment pas du tout à la mode, quoi. Et donc, moi, je savais pas trop vers qui me tourner. Et donc, j'ai eu la chance de trouver assez rapidement un premier boulot en startup. Je suis dans une boîte qui s'appelait Youpies à l'époque. Et Youpies, qu'est-ce qu'ils font? C'est une plateforme de service à la personne qui s'appelle Worklife maintenant. Donc, c'est le Airbnb du service à la personne. Tu pouvais booker une femme de ménage, une babysitter, c'était leur gros truc. Et là, j'ai tout appris. Franchement, c'était incroyable. Je suis parti de zéro et j'ai appris à faire
du produit, à faire de la communication. Tu vois, j'ai donné des interviews à la télé belge, à la radio belge. J'ai fait des communiqués de presse, j'ai embauché des gens, pris des décisions produits sur plein de sujets, j'ai interviewé des clients, j'ai fait de l'analytics pour comprendre comment fonctionnaient nos funnels, j'ai fait du SEO, je savais même pas ce que ça voulait dire avant de rejoindre Youpies. Donc j'ai vraiment tout appris sur le tas. Et au bout d'un an, je me suis dit c'est trop bien. Et le fondateur de Youpies, Ben, m'a beaucoup aidé, est vraiment quelqu'un de très fort là-dedans. Mais par contre, le sujet de fond m'intéressait pas trop. Et donc là, je suis allé chez Capitaine Train, qui à l'époque était un peu la startup qui me fascinait en France parce qu'ils avaient cette image de qualité qui était vraiment marquante. Et je me suis dit bon, si je veux apprendre, il faut que je sois vraiment avec les meilleurs. Et ça m'avait l'air d'être les meilleurs en France. Ouais, très exigeant. Donc, hyper exigeant, passionné. hyper clair aussi, passionné par le train, ce qui est un truc qui est particulier. Les Ferrovipat, on n'est pas très nombreux, donc je suis devenu aussi Ferrovipat et c'est trop bien. Et en fait là, j'ai appris aussi plein de choses, pas du tout le même mindset que Youpies, mais ça a été énorme. Et en fait, ça a pris un tournant un peu improbable puisqu'on a été racheté quasiment instantanément. Et d'ailleurs, enfin, c'était déjà en cours au moment où je signais mon contrat, mais je ne le savais pas à cette époque. Et donc voilà, on se fait racheter et derrière, 4 ans plus tard, on fait une IPO pour 2 milliards d'euros à Londres, qui est l'une des plus grosses de l'année. Et voilà, petit tourbillon. Et ensuite, à la suite de ça, j'ai eu envie d'entreprendre. Et je me suis dit, là, je me sens bien équipé. J'ai fait la startup early stage, j'ai fait la startup qui est en scale. Ouais. Voilà, qui se fait racheter. J'ai fait l'IPO. Pas beaucoup de gens en France ont fait une IPO, donc je suis vraiment très très chanceux sur ce coup-là. Et voilà, donc je me sentais prêt. Et là, on a monté Finari avec Julien. Et Julien aussi, ce qui est marrant, c'est que je l'ai rencontré chez Youpies. Ah ok, c'était une de mes questions. Ouais, je l'ai rencontré chez Youpies. Et pour même te dire un truc, c'est que le premier jour ou le deuxième jour où je l'ai rencontré, je suis rentré le soir chez moi. Et j'ai dit à ma copine, j'ai rencontré, c'était la première promo de 42. Et moi, je savais pas ce que c'était 42. Et moi, je venais d'une école de commerce où, bah, tu sais, t'as été on t'a un peu biberonné à l'excellence, etc. Et je me disais, ouais, à 42, il n'y a pas de prof, il y a une piscine. Enfin, ça m'a l'air complètement bizarre. Ouais, ça m'a l'air vraiment improbable. Et je me disais, c'est quoi, c'est quoi ce truc? Et il m'a expliqué comment fonctionnait la pédagogie là-bas, que les élèves se notaient entre eux et tout. Je trouvais ça génial. Et je suis rentré le soir et j'ai dit à ma copine, ce gars-là, Julien, c'est un génie. Je suis sûr qu'on va faire un truc ensemble un jour. Et il se trouve qu'après, il allait monter une boîte de machine learning qu'il a revendu à SAP. Moi, j'ai fait Capitaine Train. Mais on est toujours resté en contact et on s'est dit, on va faire un truc ensemble. Et voilà, le hasard a fait que un peu avant l'IPO, on s'est senti prêt. Et puis après, on a tous les deux, vous étiez dispo au même moment en plus, un peu par hasard. Enfin, dispo au même moment et moi un peu avant lui. Et après, on a commencé à réfléchir à des choses. On avait des passions en commun et l'une de nos passions, c'était de réfléchir à nos investissements. On trouvait ça vraiment super excitant. Et on a commencé à avoir un Excel ensemble parce qu'on faisait des investissements ensemble. Et au bout d'un moment, ça nous a fatigués. Donc voilà, on s'est dit, on peut faire mieux. Donc on va créer un outil pour poursuivre ça. Donc à la base, Finari, c'était vraiment un projet perso. Ça s'appelait pas Finari et c'était littéralement pour remplacer notre petit Excel. Ok. Et là, vous vous êtes rendu compte qu'aucune solution existait sur le marché et qui pouvait vraiment faire ce dont vous avez besoin. Ouais. Et vous vous lancez. Et là, on se lance. Ouais. Et toi, les premiers instants ressemblent à quoi quand on dit qu'on se lance? Toi, t'étais peut-être un peu en avance sur le sujet dispo et Julien t'a rejoint juste après. Mais on commence par quoi? Ouais, on commence par quoi? Alors, on commence par Aix-en-Provence, puisqu'on est parti à Aix-en-Provence on avait toutes nos idées sur la table et on s'est dit, on revient de Aix-en-Provence avec le projet qu'on veut choisir, parce qu'il y avait d'autres pistes, projets qui étaient candidats aussi. Et donc on est revenu on a brainstormé tout le week-end et c'était génial et on est revenu avec ça. Et après, assez rapidement, et je pense que ça c'est un gros learning pour moi et c'est un conseil que je donne à tous les gens que je rencontre. Nous on a lancé Finari, on a codé quelque chose à deux en une semaine, même pas. Et en fait, donc je sais pas, une semaine après ce week-end, on avait un produit qui marchait à peu près, qui était vraiment très très moche. En code ou en no-code? Ou low-code, no-code? Non, en code. Okay. En code parce que Julien est développeur. Moi, je bidouillais un petit peu. Je sais faire des maquettes, je sais faire du produit et tout. Donc en fait, on a sorti un truc hyper rapidement. Et donc sur ce produit, tu pouvais vraiment intégrer, tu pouvais connecter une banque, etc. Ça allait hyper vite. Et là, donc il y avait pas de boîte, il y avait rien, tu vois. Il y avait pas de conditions générales de vente, pas de marque, etc. Enfin, ça s'appelait Finari, je crois déjà, mais je sais plus. Et après, juste, on a demandé à nos amis si ça les bottait de tester.
Et tu vois, au bout de 200-300 personnes, parce qu'après on a eu un bouche à oreille et on s'est dit mais il y a un truc là, parce que les gens ils s'inscrivent sur un site qui a été codé en Une une semaine. semaine, il y a rien, c'est hyper moche, ça marche une fois sur 10, et pourtant ils reviennent et ils nous demandent d'ajouter des choses et ils nous Ils disent s'attachent au truc, quoi. ils s'attachent Ouais. au truc. Et surtout on se disait mais en fait nous on a tout de suite su que la vraie valeur ajoutée de Finari, oui c'est la centralisation de ton patrimoine, mais ça c'est le temps 1. Le temps 2, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à mieux à optimiser ton patrimoine. Est-ce qu'on peut te faire gagner de l'argent? Est-ce qu'on peut t'en faire économiser? Est-ce qu'on peut te donner peut-être des datas sur d'autres utilisateurs pour que tu puisses apprendre des autres? Et donc, tu vois, ça a été vraiment tout de suite notre objectif de se dire, on va commencer par une plateforme de centralisation, qui est un sujet qui est hyper complexe, mais le but, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et d'offrir ce que nos amis anglo-saxons appelleraient un one-stop shop, et de dire qu'au même endroit, tu peux suivre ton patrimoine, tu peux le gérer, tu peux investir. Et en plus, ça c'est très important, je pense, tu peux apprendre d'autres personnes. Et ça, c'est, je pense, aussi un des trucs qu'on a très bien fait, c'est que tous les gens, les 300 personnes, les 300 fous qui se sont inscrits, en fait, on a créé une communauté, donc c'était un forum. On a commencé sur Discord d'ailleurs, et après on est assez rapidement allé sur un forum plus traditionnel, enfin sur un format de forum traditionnel. Et ces gens-là, en fait, ils pouvaient, déjà on leur parlait tout le temps, mais en plus ils pouvaient parler entre eux, ils pouvaient proposer des idées, ils pouvaient voter pour des idées, ils pouvaient commenter l'actualité, ils pouvaient demander des avis sur tel produit financier. Et t'aider accessoirement à trouver les bonnes idées aussi. Et bien sûr, et à t'en évidemment. faire émerger, quoi. Et donc ça, c'est vraiment les early adopters. Tu sais, il y a la fameuse courbe où tu vois early majority, etc., early adopter. Et donc là, c'était vraiment les early adopters. Ils étaient à fond. Mais dès le début, on a inclus les gens dans la communauté. On leur a dit, écoutez, c'est pas parfait ce qu'on fait. Vous allez essuyer des plâtres. Par contre, ce qu'on vous promet, c'est que nous, on va tout donner pour que ça fonctionne. Et ça, c'est notre vision. Si vous avez envie de participer à l'aventure, C'est là on où est on va. ensemble, en fait. Ouais. Et c'est après, en fait, qu'on a mis en place les choses. Et pour boucler sur le truc, en fait, un jour, moi j'avais la chance d'avoir quand même fait l'IPO de Trainline. J'étais pas fondateur de Trainline, mais j'étais country manager, et donc je m'occupais des pays germanophones là-bas. DAR, ouais. Et donc j'avais un DAR, exactement. Donc j'avais un petit track record sympa. Et ça a éveillé la curiosité des VC, parce qu'en fait les VC vont souvent targeter les gens des grosses boîtes tech qui ont fait des exits, ou juste des gens qui ont eu des grosses positions dans des boîtes tech. Et donc je parlais pas mal à des VC. Et un jour, l'un d'eux, alors je sais pas qui c'est malheureusement, m'a dit, mais vous devriez vous postuler à YC. Et moi, je disais, enfin, YC, ça me faisait rêver. À l'époque, TechCrunch, enfin, moi aussi, j'allais sur le site de YC, le site, leur forum qui s'appelle Hacker News. Et je trouvais ça me paraissait incroyable, tu vois. Le Graal. C'était le Graal, la première promo de YC, il y a Airbnb dedans. Enfin, tu vois, c'est juste, tu dis, ou Reddit, il y a Reddit et Airbnb dans les mêmes salles. Et ils sont 20, un truc comme ça. Donc, je me dis, là, c'est incroyable si on arrive à rentrer. Et donc, le soir même, en fait, j'ai appelé Julien, je lui ai dit, on va postuler. Les candidatures, la deadline est passée, mais tu peux encore envoyer une candidature late application, ils appellent ça. Et ben voilà, on a late apply et on a été pris. Et là, on s'est dit, bon, bah là, on va être obligé de créer une boîte, on va être obligé de faire c'est parti, quoi. Là, c'est vraiment parti. Ok, tu avais encore des doutes à ce moment-là. J'avais pas des doutes, mais on n'avait pas de boîte, on n'avait pas d'employés. D'ailleurs, il y a un des employés qui est assis en face de moi, parce que là, je suis au bureau, qui s'appelle François, qui nous avait fait confiance déjà, donc qui bosse depuis le début avec nous, mais je veux dire, sans contrat, sans boîte, ouais, sans rien, il bossait quoi. sur son temps libre, etc. Nous, on bossait évidemment, on se payait pas, on n'avait pas d'argent, tu vois, on avait mis peut-être peut-être 1000 euros dans le projet ou 2000 euros pour acheter quelques trucs. Et le seul truc qu'on avait fait, la seule grosse dépense qu'on avait faite, c'est qu'on avait fait faire notre logo par quelqu'un qui s'appelle Thomas. Et ça nous avait paru hyper cher à l'époque. Et fun fact, en fait, ce Thomas, après, il a été embauché par Xavier Niel, et aujourd'hui, c'est le head of design de Free, et donc il s'occupe du design de la Freebox. Il a eu une trajectoire interstellaire, et donc je suis assez fier de me dire que c'est cette personne-là. Et t'es tombé comment sur lui? On t'avait recommandé à l'époque ou? On me l'avait recommandé, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que je recommande. Tu vois, il y a pourquoi YC ça marche, ou pourquoi ça marchait si bien au début, c'est parce qu'il y avait 20 personnes à San Francisco dans une pièce qui étaient passionnées par la même chose, qui étaient tous intelligents, et du coup ça fusait, quoi. Et donc mon conseil à ceux qui veulent se lancer, c'est que oui, le remote c'est génial, etc., mais juste il faut aller là où il y a les gens qui vous intéressent. Et il se trouve que
de fil. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont rencontré d'autres gens, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens. Et donc, Thomas, je l'ai rencontré via quelqu'un qui est aussi un designer hyper talentueux. Et ce designer talentueux, je l'avais rencontré via un dev que j'ai fini par embaucher, que j'avais rencontré dans une autre startup. Enfin, tu vois, c'est un peu, mine de rien, là, nous, on est à Sentier. Ici, là, au mètre carré, il y a, je sais pas combien de startups, tu vois. Il y a Swile qui est derrière, il y a Conto qui est pas très loin là-bas, il y a Ledger qui est juste à côté. T'as BTST, t'en as plein, ils sont tous là. À BTST, il y a mes copains de Photoroom qui sont à 100 mètres, il y a Mojo, enfin plein de boîtes de YC d'ailleurs que j'adore qui sont juste à côté. Et juste être avec ces gens-là, c'est incroyable. Alors oui, tu peux l'être virtuellement et tout, mais au début, c'est vraiment cool et ça donne du baume au cœur, tu vois, de passer, d'être avec d'autres gens qui sont qui ont le même spirit. Et bon, en tout cas, ça a été hyper utile. À t'entendre, bonne idée. YC. YC, alors tu sais, on me dit toujours, ce qu'on me demande généralement, c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée parce qu'ils prennent quand même 7%. Alors ici, ils ont un deal qui a changé un peu depuis, mais je connais pas les nouveaux termes du deal, mais à l'époque, c'était $150 000 pour 7% post-money de ta boîte en seed. Donc ça paraît assez cher. Enfin, c'est très cher. Enfin, c'est très cher payé. Sauf que YC, en fait, tu rentres, tu sors, t'es plus la même personne. Ta boîte, t'as gagné 2 ans en 3 mois, parce que ça dure 3 mois. T'as accès à un réseau qui est juste hallucinant. Le réseau YC France, que je salue, c'est des gens, on est, je sais pas, une 50aine, mais c'est incroyable, en fait. Tous les jours, on se parle de... Pas plus que ça. Ok, en France, c'est une 50aine. Donc tu peux connaître tout le monde, ouais, effectivement. Tu peux connaître tout le monde, littéralement. Tu peux connaître tout le monde. Alors, tout le monde n'est pas impliqué, tu vois, aussi. Il y en a plus, je pense, mais il y en a plein qui sont pas impliqués ou qui savent même pas que ça existe, peut-être. Donc, ouais, le réseau est incroyable. Les conseils qu'ils te donnent sont géniaux et c'est toujours On te demande 10 fois peut-être ça, mais ça m'intéresse de savoir les learnings que t'en ressors de cette expérience-là. Ouais, alors j'ai fait un post Twitter sur ça récemment, enfin sur plusieurs principes. Ouais, je l'ai vu sur LinkedIn aussi, ça. Ouais. Et en fait, ce que j'aime bien chez YC, c'est qu'ils vont toujours formuler leur réponse de la même façon. Ils vont te dire, bon écoute, là ta question, enfin ce sujet-là, il y a 400 boîtes qui l'ont eu déjà. Celles qui ont réussi, elles ont fait ça. Voilà, maintenant tu fais ce que tu veux, tu peux faire autre chose. Mais moi, en tout cas, de mon expérience, de toutes les boîtes que j'ai vues, voilà ce que je recommande. Et franchement, ouais, il y a quelques sujets où on a fait quelque chose que YC nous avait pas recommandé et on a été très contents. Il y a d'autres fois, on l'a pas fait et on a beaucoup regretté. Mais en général, le conseil, il est hyper précieux. Et surtout, tu vois, t'as comme des parrains, quoi. En fait, t'es divisé dans des dans des sous-promos, dans des petits groupes. Et chaque groupe a des gens qui vont les encadrer. Et nous, on avait Nicolas De Seine, qui est le fondateur d'Algolia. Algolia, une boîte qui vaut 1 milliard, qui est une boîte française. Enfin, c'est une boîte américaine, mais c'est des Français en fait derrière. Donc concrètement, moi, je parlais à Nicolas De Seine plusieurs fois par jour, quoi. Des fois, il m'a aidé sur plein de trucs et c'est quelqu'un qui a 1000 ans d'avance sur moi. En tout cas, à l'époque, il avait 1000 ans d'avance sur moi. Et il me donne son avis sans filtre en me disant... Et là, il bossait lui en parallèle ou il avait pris du temps pour être parrain de promo? Comment ça se passe? Alors ouais, je pense que lui, il avait à l'époque, je crois qu'il s'était retiré de l'opérationnel et qu'il avait un rôle genre chairman, quelque chose comme ça. Okay. Et donc il était vraiment. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Il y a aussi, j'ai eu la chance aussi de bosser avec Tom, qui est le fondateur de Monzo, qui est une banque UK, c'est une néobanque. Bah justement, l'approche communauté que vous avez, elle m'a toujours fait penser à Monzo, parce que eux, c'était leur. C'est ce que je lui ai dit. Leur point fort, quoi. C'était leur point fort. Mais d'ailleurs, nous, on a le même format de forum que Monzo. On s'inspire on a fait un crowdfunding comme eux et tout. Et si tu veux, moi, le jour où Tom m'a donné son avis sur Finari, je me suis dit, ouais, j'ai quand même bouclé une boucle qui est sympa, quoi. Parce que ce gars-là, littéralement, moi, j'en rêvais de pouvoir lui parler ou d'avoir son avis et tout. Et là, il m'a donné son avis sans filtre. On a discuté hyper longtemps. Tu vois, ce qui est trop bien, c'est que j'ai son email et je sais que si je lui écris là, je sais qu'il me répondra et qu'il me dira, peut-être qu'il me dira qu'il n'est pas dispo, mais il y a des très grandes chances qu'il prendra du temps pour me donner son avis, pour me faire une intro, pour faire ci, pour faire ça. Et ça a un certain prix, oui. Et ça, c'est inestimable. Et après, le dernier point, et je pense que ça, c'est ce que les gens voient le plus, c'est que quand tu sors de YC, c'est vrai que c'est relativement facile de lever parce qu'il y a peu de boîtes YC. Même, ils ont augmenté la taille des batchs, maintenant, ils l'ont réduite de nouveau. Mais tu sors de YC, ouais, t'as une valo qui est sympa, généralement, et t'as beaucoup de VC qui tapent à ta porte. Et surtout, YC, ils ont vraiment beaucoup d'avance sur beaucoup de monde. Et d'ailleurs, pour info, tu vois, ChatGPT, dont tout le monde parle, Sam Altman, c'est le président c'est pas le président, je crois que c'était un des big guys à YC. Nous, on l'avait, tu vois, on le voyait régulièrement dans notre promo. Et aujourd'hui, sa boîte, j'ai vu qu'ils allaient être valorisés à 29 milliards. Là, il est en train de tout casser. Donc, si tu veux, ces gens-là,
on leur a parlé, tu vois. Donc limite ta boîte, ce que tu dis, c'est que limite la valo que tu laisses, c'est celle qui a été créée indirectement par le passage de YC, quasiment, quoi. Exactement. Et c'est ce qu'ils te disent d'ailleurs. Ils te disent le deal, il prend en compte le fait qu'on va tellement t'augmenter ta valeur, mais pas juste ton capital, aussi ton capital social, tout quoi. Et le truc qui est génial et qui est vraiment qui change un peu le rapport de force, c'est qu'ils font le Demo Day, qui est donc un moment où toutes les boîtes présentent à la chaîne leur projet. Et donc tu présentes pendant 1 minute, tu pitches 1 minute ton projet avec un slide et tu as 3 bullet points sur le slide. Donc tu dis c'est impossible, il faut un deck, Non. En fait, tu rends compte qu'1 minute, c'est interminable. Parce que pendant tout le batch, tu vas travailler les trucs et tu vas travailler ton pitch. Et ton pitch, il va être tellement crisp à la fin. Et je suis sûr que dans 5 ans, je regarde mon pitch Finari. Et en fait, ça sera exactement ce qu'on fera à ce moment-là. Parce que il y a plein de nuances près, on sera passé par plein de chemins de traverse, mais en gros, ils t'ont tellement aidé à affiner la vision. Et pourquoi ils inversent le rapport de force? Parce que du coup, tous les VC te regardent. Et ils savent tous qu'ils sont en concurrence avec les autres. Et donc, tu as 2000 investisseurs qui regardent le live ou 3000, qui sont tous sélectionnés. En plus, tout le monde ne peut pas participer, évidemment. Il faut être un fonds, etc. Faut être VT. Et donc là, c'est la folie derrière. Tu peux lever. Nous, on a levé en 1 semaine. Et d'ailleurs, tu vois, on a levé avec des safes parce que YC, il faut avoir une boîte américaine. Et en France, on parle beaucoup de BSAR. Mais en fait, YC a inventé le safe. Et le BSAR, c'est en gros l'adaptation française du BSA, du safe, quoi. Donc, si tu veux, l'impact de YC est juste gigantesque. Et même le fait de lever en safe, il t'explique vraiment comment il faut lever, qu'est-ce qu'il faut faire après, machin. Et là, t'as levé combien, justement, en 1 semaine? Ça va être assez excitant de te dire, OK, finalement, au bout d'1 semaine après ton pitch, voilà, les promesses de dons sont de tant, quoi. Ça va être assez excitant. On a levé 2,2 millions d'euros. Et en fait, le premier call que j'ai eu, c'était avec Speedinvest. Je les connaissais déjà. Je pense que ça aussi, c'est un tips que je peux donner à tout le monde, c'est parler tôt aux investisseurs, même si vous avez, juste pour vous faire connaître, en fait, pour montrer un peu qui vous êtes, ce que vous êtes en train de regarder comme secteur, parce que c'est mieux quand même d'arriver le jour J en ayant déjà une relation un peu établie. Et donc, le premier investisseur à qui j'ai parlé post-Demo Day, c'était Speedinvest. Et voilà, j'aurais pu m'arrêter là, en fait, parce que c'est eux qui ont fait le seed. Et c'était trop bien. Et j'en suis très, très content. Donc, franchement, c'est évident. Tous les entrepreneurs qui ont envie de faire une boîte sur le modèle YC, à savoir une grosse boîte, oui. Après, si on veut faire une boîte bootstrappée, si on veut faire une boîte, un lifestyle business, si on n'a pas envie forcément de scale son business, je pense que c'est pas nécessaire. Mais pour ce format-là, c'est le top du top. Pour ceux qui connaissent pas Finari, on peut rentrer un peu dans la dynamique dans laquelle vous êtes. Tu peux nous raconter un peu. Vous avez été créé en 2020, je crois qu'on l'a pas forcément cité, hein, c'est ça? Vous avez en plein confinement, si je dis pas de bêtises. Le 24 décembre d'ailleurs, le jour de 24 décembre quoi, 2019 dans ce moment-là? 2020. Okay. 2020. Oui, je crois que c'était courant 2020, mais c'est vraiment fin 2020. Non, c'est fin 2020. Donc, vous êtes encore plus jeune que ce que je pensais. Et si tu devais expliquer un peu la traction que tu es en train de vivre depuis fin décembre 2020, tu raconterais quoi pour qu'on comprenne un peu la dynamique dans laquelle vous êtes? Déjà, pour resituer, peut-être que... j'espère que tout le monde connaît Finari, mais non, il y a certainement qui découvre. C'est ma question d'après, mais vas-y. Raconte-moi les features et à qui vous vous adressez. Nous, ce qu'on permet, c'est de centraliser son patrimoine de façon automatique. Et donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut connecter son compte bancaire, ses comptes d'investissement comme son PEA, son assurance vie, son épargne salariale aussi. On peut ajouter ses emprunts, son immobilier, etc. Et nous, on va être capable de déjà donner un aperçu global de la valeur de son patrimoine. On va pouvoir suivre tout au même endroit de façon automatique. On va pouvoir aussi valoriser les actifs qui sont difficiles à valoriser. Par exemple, l'immobilier, on est capable de le valoriser, on le réévalue toutes les semaines. Et en plus de ça, on va enrichir les données en donnant plein d'informations à l'utilisateur qu'il n'a pas forcément. On va lui donner les dividendes qu'il va toucher, on va lui donner l'exposition sectorielle et géographique de son patrimoine, et on va lui donner aussi des choses qui sont hyper actionnables comme l'analyse des frais, où en gros, on va scanner tous les investissements qu'il a, tous les investissements cotés, et on va lui dire les frais qu'il paye dessus et combien il pourrait économiser et dans quoi en gros il faudrait placer pour économiser. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très puissant et qui est hyper simple à actionner. Et les investisseurs qui utilisent le produit, et il y en a 150 000 aujourd'hui, c'est leur fonctionnalité préférée de loin, parce que c'est un sujet qu'ils connaissaient absolument pas, qui est assez complexe et qui permet de gagner des dizaines de milliers d'euros. Quand on a un patrimoine un peu conséquent
et qu'on paye par exemple 2% de frais par an sur son assurance vie, 2% par an sur 30 ans, c'est en gros 40% de la performance qui part à la poubelle, enfin qui part au gestionnaire. On pourrait diviser ça par 10 en faisant des ajustements et en passant sur des ETF. Et donc ça, on l'explique pas à pas, et ça c'est dans le produit, et c'est vraiment ce qu'on va faire de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va donner des insights qui vont permettre à chacun de venir optimiser son patrimoine et de construire sa stratégie qui lui correspond. Et le dernier volet, c'est que une fois que tu as suivi ton patrimoine, une fois que tu as optimisé ton patrimoine, bah tu vas peut-être faire des nouveaux investissements. Et donc sur Finari, bientôt, dès cette année, tu vas aussi pouvoir investir en crypto, mais aussi dans d'autres choses. Et comment j'explique l'attraction? Bah écoute, c'est parce qu'en fait, on fait quelque chose que les gens en veulent. Comment tu l'expliques et comment tu la décrirais? Parce qu'elle est quand même, en termes d'utilisateurs, en termes de, je sais pas moi, en termes de la croissance que vous avez eue ces derniers mois, ça ressemble à quoi? Bah c'est hyper excitant parce qu'en fait, tu vois, quand tu disais, ça ressemble à quoi le premier jour d'un entrepreneur? Bah pas grand chose. En fait, on fait rien. On a rien quand on a 3 utilisateurs et on sait pas trop où on va. Et donc, c'est hyper galvanisant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent à notre vision et qui nous disent oui, moi, j'ai besoin de suivre mon patrimoine parce qu'aujourd'hui, j'ai un Excel, souvent, c'est ce qu'on entend, Excel, Google Sheets. Je ne le fais pas. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas combien j'ai exactement. J'ai des comptes dans plusieurs pays, donc je ne m'y retrouve pas. Donc déjà, ça leur parle. Et donc, ils adorent l'app, ils adorent le site web. Et après, ce qu'ils adorent surtout, c'est de pouvoir co-créer avec nous. Et je pense que c'est ça le secret au final. C'est parce que aujourd'hui, tu t'inscris sur Finari, et tu vas nous dire, tiens, il manque telle ou telle fonctionnalité. Et on va dire, OK, c'est intéressant. Si on bosse dessus, on te recontacte. Quand on bosse dessus, on va te recontacter, on va t'interviewer, on va te demander, on va te même, peut-être des fois, tu vas co-créer avec nous. Ensuite, on va te faire tester en bêta, et ensuite, on va lancer le truc, et tu auras participé à ça, en fait. Et tu peux influencer notre roadmap en votant pour les fonctionnalités. Et donc, le secret, c'est vraiment ça, c'est que les gens, nos utilisateurs, on leur a dit que ce qu'on voulait faire, c'était ambitieux. Et donc, on les a impliqués. Et c'est aussi pour ça qu'on leur a permis d'investir dans la boîte. C'est parce qu'on voulait aligner nos intérêts avec les leurs. Et donc ça, c'est galvanisant. Et tu vois, moi, j'ai parlé à quasiment tous les utilisateurs de Finari jusqu'au millième, je dirais que je leur ai parlé, et c'est vraiment pas une exagération. Et après, j'ai fait du support client pendant des mois et des mois et des mois. Le support client, en fait, tous les fondateurs doivent faire du support client au début, c'est indispensable. Et le plus longtemps possible, j'en fais encore de temps en temps. Mais j'avais rarement rencontré les utilisateurs. Et là, après notre levée de fonds en crowdfunding, on a fait une soirée pour les plus gros investisseurs, enfin pour ceux qui avaient mis les plus gros tickets, donc 5 000 euros, c'était le ticket maximum. Et je pourrais t'expliquer après pourquoi on l'a défini à 5 000 euros. Et donc pour moi, c'était la première fois que je rencontrais tous ces gens-là, et c'était génial en fait, parce que non seulement moi je les rencontrais, mais eux se rencontraient entre eux. Et donc en fait, ce qu'on est en train de créer, c'est ça quoi. Tu vois, il y a plein de gens qui ont besoin du produit, ça c'est cool, mais on est aussi en train de créer une communauté. Mon objectif, c'est que Finari, ce soit la plus grosse communauté d'investisseurs en Europe. Cette approche de community-led growth, un peu, enfin, je sais pas si c'est un terme que tu utilises aussi, mais c'est de se dire qu'on bâtit notre croissance justement sur cet esprit de communauté. On parlait de Monzo tout à l'heure. Il y a des personnes ou des boîtes qui t'ont inspiré dans cet esprit de communauté. Parce que c'est aujourd'hui assez évident. Toi, tu as commencé très tôt et très fort là-dessus. Il y en a plein qui m'ont inspiré. Il y a Monzo, il y a Revolut qui a été très fort là-dedans. Il y a Freetrade aussi, qui est en gros ces 3 apps anglaises qui sont toutes autour de la finance ou de l'investissement. Ça a été mes inspirations initiales. Et après, il y a aussi il y a des boîtes beaucoup plus traditionnelles en fait. Il y a une boîte qui s'appelle Vorwerk, qui est une boîte allemande et qui commercialise un robot de cuisine dont j'ai oublié le nom. Bah, c'est le fameux robot, pas Magimix, mais l'autre, mais ok, tout le monde parle, voilà. Ouais, j'allais dire Magimix, mais je crois que c'est Thermomix. Thermomix. Et donc, Vorwerk, qu'est-ce que c'est leur stratégie? Tu peux pas commander le robot en ligne. Ok, déjà étonnant. Tu peux pas l'acheter en magasin. Ok, comment ça marche alors? Ça marche c'est quelqu'un qui est ambassadeur Vorwerk, va venir chez toi et va faire la cuisine avec toi et va te montrer qu'en fait, le Thermomix, c'est génial. Pourquoi? Parce qu'il adore, il est passionné par le produit et que en fait, il est super fier d'être membre du truc. Et après, évidemment, il a des petits incentives, mais il n'est pas payé pour ça. Tu vois, je crois qu'on lui offre l'appareil au maximum. Mais lui, ce qu'il adore, l'utilisateur, c'est pouvoir avoir accès aux nouvelles apps, aux logiciels, etc. Donc, si tu veux, il y a des boîtes beaucoup plus traditionnelles en fait, comme Vorwerk, qui ont ce modèle de communauté et qui ont ce modèle d'ambassadeur, qui m'ont beaucoup inspiré. Donc pour moi, c'était évident. Et surtout, c'est évident, en fait, quand tu touches à un sujet qui est aussi sensible que l'argent, parce que au début, il faut que les gens te fassent confiance. Tu pars de zéro, il faut que des gens te fassent confiance. Et le mieux, c'est vraiment de montrer que c'est une aventure qu'on va vivre ensemble. C'est pas juste du transactionnel. Tu utilises un service et voilà. Et donc, tu peux créer un attachement qui est très fort. Et tu vois, aujourd'hui,
quelque chose dont je suis très fier, c'est que la marque Finari, elle représente quelque chose, elle incarne quelque chose, elle a une certaine notoriété, mais elle a aussi elle a une image de qualité et de transparence aussi. Et ça, c'est pas parce qu'on a payé du marketing, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'une banque pourra jamais avoir. Ça, c'est quelque chose qu'un gros acteur financier pourra jamais avoir. Et donc, en fait, tu vois, quand j'ai réfléchi à ça au début, je me suis dit, pour me différencier, il faut que je fasse des choses que les autres ne font pas. Donc, il faut que je joue avec mes faiblesses. Et mes faiblesses, c'était que les gens n'avaient pas confiance puisque je commençais. Bah, dans ce cas-là, je retourne le truc et j'inclus les gens et je crée cette communauté. Et aujourd'hui, tout le monde dit c'est génial et tout le monde veut créer une communauté. Mais en fait, créer une communauté, c'est pas avoir un forum. C'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, mais c'est un actif intangible. Et le jour Finari fera son introduction en bourse, je vous le souhaite tous. Bah, j'espère qu'il y aura un goodwill pour la valorisation de la communauté parce que c'est énorme en fait. C'est énorme et c'est inarrêtable. T'as beaucoup plus confiance en ton ami qui te recommande quelque chose qu'en n'importe qui d'autre ou en ton proche. Bah, nous, c'est pareil. Donc, si tu peux motiver les gens à recommander Finari, en l'occurrence, mais pas parce que tu leur donnes de l'argent, parce qu'ils y croient vraiment, parce qu'ils sont sincères, mais c'est le marketing le plus puissant que tu puisses faire. Ça sert à rien de faire de la pub à la télé, tu vois. Tu peux en faire pour amplifier, mais juste ça, c'est juste surpuissant. Et Monzo, littéralement, c'était ça dès le début et ça l'est toujours. Hein. Et ça va jusqu'au choix de la couleur de la carte bleue, c'est le logo, tout. Le machin, tout. Et il y a un des éléments qui a été quand même assez marquant et peut-être pas fondateur, mais quand même très marquant vu de l'extérieur, c'était la levée de fonds que vous avez fait uniquement avec les membres de la communauté. Et tu disais même que j'avais pas pensé, mais que tu avais limité le montant d'investissement pour permettre, j'imagine, d'avoir un maximum d'investisseurs, parce que vous aviez capé ça à 2 millions, si je dis pas de bêtises. Ouais. 2,1 millions, je crois. 2,2 millions. Je confonds toujours. Je crois que c'est 2,2. Donc c'était capé, et donc du coup, voilà, pour avoir un maximum de monde. Mais donc tu t'étais déjà mis en tête, parce que tu avais dû avoir des échos et des échanges avec des gens qui disaient je peux mettre un ticket, que ça allait créer une demande, et donc tu as même limité cette demande-là. Mais finalement, c'était une levée dont tu avais besoin, opérationnellement, financièrement, où ça a vraiment été un élément pour créer de l'engagement et créer on va dire de l'adoption et de l'amour pour ta marque, entre guillemets. Ouais, c'est vraiment important de bien se poser cette question. Donc, clairement, on n'en avait pas besoin. Et c'est beaucoup plus complexe de faire cette opération-là que de faire une levée de fonds avec des VC. D'ailleurs, on a couplé, et c'est ça, je pense, qui rend l'opération aussi rare, c'est qu'on a couplé notre levée cette levée de fonds de VC avec l'opération de crowdfunding. Et du coup, quelqu'un qui a investi via la plateforme Crowdcube, il a investi au même terme que des VC. Mais je veux dire, il a investi au même terme que Speedinvest, qui a remis au pot. Il a investi au même terme que YC, qui a remis au pot. Il a investi au même terme que Steve et Alex, qui sont les deux fondateurs de Conto. Il a investi au même terme que le fondateur de Bitpanda, qui s'appelle Eric, qui a, je pense, un petit peu plus d'argent que l'utilisateur lambda. Donc, si tu veux, pour moi, c'était aussi de dire, moi, je démocratise avec l'outil, avec Finari, mais je démocratise aussi dans ma façon de lever les fonds, parce qu'en fait, concrètement, je vous donne accès à un deal que vous auriez jamais eu. Et on l'a vraiment fait parce qu'on voulait que les gens participent. On l'a absolument pas fait. J'aurais pu lever beaucoup plus. J'aurais pu lever beaucoup plus rapidement sans faire cette opération. Beaucoup plus simplement, accessoirement, parce que là, tu multiplies aussi le nombre de parties prenantes, quoi. Bien sûr, et en plus, tu as une complexité qui est énorme parce que c'est une opération marketing, donc tu dois orchestrer ça. T'arrives pas le jour J, tu ouvres la campagne et c'est parti, et on a vendu, tout a été pris en 20 minutes, mais ça, moi, c'est je suis arrivé à la 21e minute, je crois. Ouais, et t'es rentré? Non, 21e minute, trop tard. Tu vois, c'est des mois de travail. En fait, les gens se rendent pas compte, mais c'est comme d'habitude, tu vois. C'est comme quand on voit Mbappé marquer 3 buts en finale. On se dit, génial, c'est incroyable, j'aimerais trop être Mbappé. Mais ça fait depuis qu'il a 5 ans qu'en fait, le gars, il fait que ça. Donc, faut aussi voir ce qu'il y a derrière. Nous, ça faisait des mois. Moi, ça faisait vraiment, et c'est marrant, avec Julien, on rigolait. Moi, je me pinçais des fois parce que je me disais, Julien, depuis que je le connais, je lui dis que le jour où on crée une boîte, on fera un crowd equity. On va le faire. On va faire comme Monzo et tout. Donc, ça faisait des années que je rabâchais ce truc-là. Et donc, le jour où ça arrive et que tu le fais et que tu bats Monzo, d'ailleurs, on a battu le record de Monzo en termes de vitesse. Voilà, c'est quand même un moment qui est fort. Et d'ailleurs, tu vois, à tous ceux qui ont raté l'opération, qui d'ailleurs, même s'ils ont raté l'opération, ils ont été évidemment déçus, mais en fait, ils ont dit déjà, on n'a eu aucun feedback négatif. Tous les gens nous ont dit, c'est pas grave, en fait, déjà, merci de m'avoir donné l'opportunité, ça n'a pas marché, mais voilà. Et on a été super clair aussi. Nous, dans la mesure du possible, sur les prochains tours de financement,
on va réitérer ça. Et on permettra aux gens de continuer à investir. Parce que, en fait, encore une fois, on veut aligner nos intérêts et je trouve le modèle hyper vertueux. Et aujourd'hui, cette communauté, tu disais, tu l'animais d'une certaine mesure. Enfin, tu les as rencontrés récemment là dans un talk qui était aussi bien préparé, magnifique prestation. Et donc du coup, tu entretiens une relation un peu plus privilégiée avec ces gens qui sont des gens relativement lambda, mais qui font partie de tes investisseurs, et donc tu les rencontres. Qui m'écrivent, qui écrivent à l'équipe, qui sont très présents sur notre forum. Donc, si les gens veulent aller voir notre forum, ils verront qu'il y a beaucoup de gens qui ont des petits badges sur leur image de profil, leur photo de profil. C'est parce qu'en fait, ils sont investisseurs. Mais après, il y a tous les... En fait, c'est tous les gens qui veulent utiliser Finari, ils peuvent co-créer. C'est juste à eux de nous le dire. Et donc là, tu vois... Littéralement, dans la pièce d'à côté, au bureau, il y a quelqu'un qui est en train de parler à des utilisateurs parce qu'il est en train de bosser sur notre futur produit crypto. Il y a une autre personne, un autre designer qui est en train de parler à d'autres utilisateurs pour une autre partie. Donc, c'est permanent. C'est pas que les investisseurs, c'est vraiment tout le monde. Après, les investisseurs, évidemment, on fait des choses un peu particulières pour eux. Et donc, ça crée un lien. Mais moi, j'ai envie que tout le monde puisse être membre. Et la grosse nouveauté qu'on prépare pour cette année, c'est qu'on prépare un programme ambassadeur. Et l'idée du programme ambassadeur, c'est vraiment de permettre à tout le monde il y a beaucoup, tu sais, nous on reçoit beaucoup d'amour et c'est beaucoup de gens qui nous disent qu'ils adorent ce qu'on fait et c'est génial. Et donc, on veut leur donner l'opportunité, en fait, d'exprimer ça et d'animer des clubs, en fait, dans leur ville. Pas que ça soit que à Paris, que ça soit à Bordeaux, à Nantes, à Lille, partout. Pour qu'ils puissent parler de Finari, évidemment, mais pas que, en fait. Surtout d'être l'animateur de Vorvec à la Finari. Voilà. Un peu. Exactement. Mais tu vois, c'est encore une fois, ça doit être assez fascinant en tant qu'entrepreneur de voir des gens s'approprier ton produit. C'est génial. Et te l'emmener au next level, ou en tout cas, partager cette vision. Ça doit être assez fascinant. Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la start-up qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E2KIDEN. Bonne écoute. Tu parlais tout à l'heure de crypto. Vous y allez à fond, et toi, t'es quand même très porté sur le sujet. La déroute d'FTX et les doutes qui pèsent sur ce marché, ça vous amène pas plus d'inquiétude que ça, visiblement? Écoute, FTX, moi, j'étais pas client. On a malheureusement pas mal d'utilisateurs qui étaient clients puisqu'ils pouvaient connecter FTX sur Finari. Donc, c'est très malheureux. Clairement, ils avaient une grosse traction. En plus, on avait de plus en plus de connexions qui s'ajoutaient tous les jours. Donc, leur marketing était redoutablement efficace. Moi, ce que ça démontre, en fait, c'est que ça fait un ménage qui est plutôt favorable aux nouveaux entrants puisque il y a FTX qui est parti au tapis, mais il y a aussi Celsius qui est parti au tapis. Il y a des acteurs B2B comme Genesis qui sont en train de partir au tapis. Il y a Voyager qui est parti au tapis. Enfin bref, il y a beaucoup d'acteurs qui sont partis un peu à la faute. Et ça montre aussi, ça assainit le marché. Donc nous, en fait, on arrive maintenant et c'est aussi pour ça qu'on implique nos utilisateurs parce qu'on ne part pas créer un produit dans notre coin en se disant on a tout compris, voilà ce qu'on va faire. On leur dit en fait, il s'est passé ça avec FTX, qu'est-ce que ça vous a fait quoi? Vous avez perdu des fonds, du coup maintenant, qu'est-ce que vous allez continuer à investir en crypto? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous assurer que la future plateforme est bien sécurisée, etc. Donc si tu veux, c'est une opportunité de dingue parce qu'en fait, tu arrives dans un marché où toutes les cartes sont rebattues. Plus personne n'a confiance en personne, donc il y a tout à réinventer. Et littéralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un produit qui sera novateur, enfin une façon d'investir dans la crypto qui sera novatrice et qui va évidemment prendre en compte le fait que oui, ce que tu faisais en 2022, ça marche plus là. Il faut clairement changer et rebattre les cartes. Donc, des fois, il faut avoir un peu de chance, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'on a eu la chance que la régulation soit très longue et donc qu'on n'ait pas obtenu notre enregistrement PSAN qui est obligatoire en France de l'AMF avant la fin d'année. Et donc ça nous a permis de seulement bosser dessus là. Et donc, c'est vrai qu'on a cette position-là. Mais moi, est-ce que ça remet en doute le besoin de décentralisation? Mais pas du tout, en fait. Ça le prouve littéralement. FTX, c'était une institution centralisée. C'était même 3 personnes qui contrôlaient les clés et qui faisaient n'importe quoi avec les fonds des utilisateurs. Donc, ça montre la puissance de la décentralisation. Et ensuite, je sais pas si tu as remarqué, mais depuis quelques mois, tout le monde est spécialiste de la macroéconomie et plus spécialement de l'inflation. L'inflation, je pense que c'est un terme, il y a 5 ans, personne n'en parlait parce qu'en fait, il n'y avait pas d'inflation. Elle était à 1% ou 2%.
était à plus, mais en fait, on la calcule tellement mal que voilà. Aujourd'hui, l'inflation s'envole et un des principes du Bitcoin et un peu d'Ethereum maintenant, c'est quand même de dire que la supply du Bitcoin, enfin le nombre de Bitcoin émis, il est capé à 21 millions. Donc il y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Donc ça crée un effet de rareté qui est très fort. Et donc on dit souvent que Bitcoin c'est la monnaie la plus dure du monde. C'est comme l'or mais en mieux quoi, parce que c'est plus facile à envoyer, à transporter, etc. Donc avec le contexte économique actuel, l'inflation galopante, je pense que quelque chose de décentralisé et quelque chose qui permet de se prémunir de l'inflation, ouais, c'est intéressant. Après, est-ce qu'il y a de la spéculation dans la crypto? Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce qu'il y a de la volatilité? Est-ce qu'on peut perdre de l'argent? Bien sûr. Mais ça, c'est comme partout, parce que dans un marché qui est immature, c'est normal. Mais c'est là où il y a des opportunités aussi. S'il y a pas de tout ça, il y a pas d'opportunité en fait. Il y a pas de, enfin le rendement dans les marchés financiers, on paye le risque. Donc, si on va sur quelque chose qui n'a pas de risque, bah, ça s'appelle un livret A et ça rapporte peut-être 2% en ce moment, ou même moins. En France encore, on a de la chance d'avoir un livret A si haut. S'il y a du risque, ouais, ça peut rapporter beaucoup plus. Mais donc, faut y aller avec précaution. Mais moi, ça a rien changé à ma perception, si ce n'est que ça a renforcé. Ça a conforté ton idée. Ça a conforté mes opinions et ça nous donne une opportunité qui est géniale. Et vraiment, je crois qu'il y a tout à refaire en crypto parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont abusé de leur position parce qu'ils gagnaient trop d'argent, tu vois. Donc, je suis très, très curieux de voir ce qui va se passer. Mais j'espère que Finari va contribuer à rendre ce marché plus mature et permettre aussi à des gens qui n'ont pas forcément les connaissances d'y investir de façon sécurisée et raisonnable. Moi, je crois pas au trading, je crois pas à la spéculation, ça m'intéresse pas. Et donc, nous, on est vraiment là pour l'investisseur long terme. Et donc, on bosse vraiment dans cette direction-là. Et quand tu dis que tu crois pas en la spéculation, mais que, alors tu l'as pas dit, peut-être que tu n'investis pas toi à titre perso dans la crypto, mais ça, c'est de la pure spéculation, non? Alors, il y a deux choses. Moi, je crois pas dans le trading, si tu veux. Je crois dans le code, puisque le code de Bitcoin, il est public. Le white paper, bah, tu peux le lire. Le code, il est sur GitHub. Tu peux aller regarder. Et donc, tu vois, en fait, ce que t'achètes. Tu sais que personne ne peut créer plus de Bitcoin que indiqué dans le code. Et en fait, juste intellectuellement, tout le monde devrait lire le white paper de Bitcoin parce que c'est juste une claque absolue intellectuellement. Et même si on n'aime pas la crypto, ce que je comprends, c'est hyper intéressant. Et pour moi, tous les gens qui critiquent la crypto, ils vont souvent parler de toutes les arnaques. C'est vrai, il y a plein d'arnaques. C'est hyper malheureux. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est que c'est quoi l'alternative à la décentralisation? Bah, c'est la centralisation et donc c'est les banques. Et moi, en fait, je trouve pas que le système financier actuel soit juste, équitable, moderne. C'est plutôt l'inverse. Donc, la crypto, construire en crypto, c'est comme si tu repartais de zéro et que tu construisais un marché financier nouveau. Donc, moi, je fais pas de trading, ça ne m'intéresse pas. J'achète des actifs auxquels je crois. Le Bitcoin, c'est l'actif le plus ancien dans la crypto. Il a 10 ans. Le deuxième plus ancien, enfin pas le deuxième plus ancien, mais le deuxième le plus établi, c'est l'Ethereum, qui est très intéressant depuis peu, parce qu'il est quasiment déflationniste, pas encore complètement, ça dépend des mois. Et ça m'intéresse. Mais tout le reste, ça m'intéresse beaucoup moins. Et pourquoi l'Ethereum m'intéresse aussi, c'est parce que c'est la monnaie qui permet derrière de faire tourner les smart contracts et donc qui permet d'interagir avec la DeFi, etc. Et c'est hyper intéressant. C'est passionnant comme monde. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu le Far West. Donc, moi, j'ai investi de façon régulière, de façon très simple. Mais je ne vais pas sur les NFT, je ne vais pas sur les petits trucs le coin qui vient d'émerger. Parce que c'est pas mon cœur de métier. Donc, je ne spécule pas. Parce que tu le comprends pas forcément tout. Parce que je le comprends pas aussi. Et parce que ça fait un petit moment que j'en fais, tu vois. J'ai investi depuis 2016 en crypto. J'ai compris, j'ai fait pas mal d'erreurs, donc j'ai aussi appris de ça. Et c'est toujours la même chose, en fait, les cycles. Et donc là, on est dans un cycle baissier très fort. Donc là, c'est très intéressant parce que si tu regardes les médias, tout le monde est en train de dire que le Bitcoin est mort, que c'est un Ponzi, etc. Donc on est en train de repasser vraiment dans une phase de critique très forte. Mais c'est la même chose qui s'est passé, c'était en 2018, c'était exactement pareil. En fait, c'est juste un recommencement éternel. Mais ce qui est bien en crypto, c'est qu'il n'y a pas de banque centrale. Donc, vu qu'il n'y a pas de banque centrale, quand il y a un crack, bah, c'est un vrai crack. On va liquider tout le monde. Mais derrière, vu qu'on a assaini le marché, on repart. Dans un marché financier traditionnel, il y a une banque centrale qui vient piper les dés
et donc qui vient imprimer de l'argent. Et donc le Covid, ça aurait dû être un crack monumental. Ils ont donné de l'argent à tout le monde. Et donc là, ils ont tellement imprimé d'argent que on a une inflation qui est absolument terrible. Et on va se retrouver avec un crack, mais quand même avec des dépipés. Donc je me demande quand même si le système qu'on a actuellement, le système légal ou traditionnel, est si favorable que ça. Moi, je trouve pas. Le long terme nous le dira. Et en tout cas, ça peut te donner des opportunités de marché. Et ça me fait penser à un des aspects qui a fait votre force, c'est quand même l'internationalisation. Vous y êtes allé tôt. C'est pas gagné. C'est pas un truc facile. Peu de gens commencent si tôt. Ça va avec ta vision d'en faire un produit, peut-être pas global, mais en tout cas un produit qui a une grosse ambition. Qu'est-ce qui explique le succès de ton internationalisation jusqu'ici? Alors, ce qui explique ce succès, c'est qu'on répond à un besoin qui est peut-être encore plus fort pour les utilisateurs étrangers. Parce que souvent, ces utilisateurs étrangers sont des expats. Et quand tu es un expat, tu navigues entre plusieurs pays. C'est très compliqué à suivre, c'est très compliqué à optimiser, et donc on peut vraiment t'apporter de la valeur. Maintenant, pour moi, il y a internationalisation et vraiment s'implanter dans un marché. Cette année, on veut vraiment s'implanter dans des marchés, donc on veut aller en Allemagne, au UK. Et donc, ce qu'on va faire, et on va vraiment appliquer notre playbook français, on va lancer avec les premiers, d'ailleurs, on a déjà des utilisateurs anglais, on va leur demander ce qui est bien, ce qui peut être amélioré, on va travailler le produit, on va itérer, et ensuite, quand on sentira qu'on peut y aller, on fera du marketing. Mais si tu veux, on va y aller pas à pas. Et je pense que le secret, c'est aussi de prendre des gens qui ont des backgrounds internationaux. Moi, je suis franco-allemand, donc forcément, j'ai une sensibilité très forte à ça. J'ai vécu à l'étranger, je sais qu'il n'y a pas que la France dans le monde, c'est super ce qu'on fait ici, mais j'ai envie de voir aussi ce qui se passe ailleurs. Là, on a embauché des gens qui viennent d'Allemagne, on a embauché quelqu'un qui vient d'Égypte, on est en train de parler avec des gens qui viennent d'Islande, de Royaume-Uni, de Taïwan. Donc, si tu veux, ça, c'est aussi une force. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose qui m'a assez choqué à YC, c'est que YC, c'est vraiment divers, en fait. Les gens viennent de backgrounds très différents. Il y avait une femme qui avait 40 ans, qui avait 3 enfants, et elle nous disait, moi, aujourd'hui, mon plus gros problème, c'est que je dois dropper mes enfants le matin à l'école avant de bosser sur ma startup. Et après, il y avait des gars qui étaient au Mexique qui expliquaient que leur plus gros problème, c'est que en ce moment, il y avait une coupure de courant dans leur ville. Mais si tu veux, c'était hyper international, hyper hétéroclite. Moi, je trouve qu'en France, on peut encore faire des efforts là-dessus, et c'est quand même très, 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 très franco-français. Et toi, d'ailleurs, ce marché franco-français t'intéresse pas plus que ça, t'inspire pas plus que ça? Alors, aujourd'hui, le marché français, il nous intéresse dans la mesure où on a une traction très forte, et on voit aussi l'opportunité, on voit le besoin. Maintenant, Finari ne s'arrêtera pas là. Ouais. Finari ira beaucoup plus loin. Et le marché un peu ultime pour tout ce qui touche à la finance personnelle, c'est les États-Unis. C'est le pays où il y a le plus de millionnaires au monde. C'est le pays qui a aucun tabou aussi sur l'argent. Aucun tabou. Tu vois, c'est vraiment complètement commun. D'ailleurs, en Angleterre aussi, on est beaucoup plus proche de cette culture-là que de celle en France. Donc là, c'est vraiment le grand bain. Mais par contre, quand tu vas aux États-Unis, et d'ailleurs c'est un grand débat qu'on a eu avec YC, c'est que t'es vraiment face à des très très gros. T'es face à du Robinhood, t'es face à des gens qui ont beaucoup beaucoup d'argent. Donc il faut que ton produit soit bon et il faut surtout que t'arrives à mettre le budget qui va bien derrière. Et des boîtes qui ont essayé de lancer les US trop tôt, il y en a eu plein et elles sont beaucoup brûlées les ailes. Donc on y va pas à pas. Mais évidemment, mon rêve, prudence qui vous caractérise. Voilà, c'est vraiment, tu sais, il y a cette raffarinade là qui m'a beaucoup fait rire, c'est notre route est droite mais la pente est forte. Bah nous voilà, on le sait, tu vois, en fait on sait exactement où on va, mais c'est vrai que on est prudent. On a été très prudent sur plein de choses, notamment sur notre levée, on a été très prudent sur les valos parce qu'en fait on voulait pas prendre les plus grosses valos qu'on nous proposait, on voulait rester raisonnable. On savait que derrière le marché était surévalué, on a été très rapide à lever parce qu'on sentait que c'était en train de se retourner. On n'a pas fait certains choix techniques, on a fait certains choix techniques parce qu'on voulait être prudent. Mais maintenant, en fait, on est en train d'accélérer très fort. Et donc, c'est aussi... moi, je suis primo-entrepreneur, donc j'apprends. Et en fait, peut-être un autre conseil, c'est quand on a une intime conviction et qu'on voit tous les signaux verts, au bout d'un moment, il faut aussi y aller. Il faut savoir appuyer très, très fort sur le champignon. Ça veut pas dire appuyer sur le champignon, mais pas assez pour se mettre dans le mur. Et donc, c'est toute la finesse que doit trouver un entrepreneur. C'est à quel point je peux aller vite, à quel point je peux foncer sans me mettre en danger de mort. Et c'est vraiment ça le plus important. Faut prendre tous les risques, mais pas ceux qui peuvent nous tuer. Et donc, aujourd'hui, on prend beaucoup plus de risques qu'avant, on va beaucoup plus vite. Mais par contre, on est quand même, on se back. Parce que dans l'environnement actuel, t'as pas envie de te retrouver avec
tu vois, 12 mois de cash, t'as pas envie de lever cette année, t'as pas envie de gérer tout un tas de choses. Donc, il faut protéger ce que t'as de plus précieux. Et ce que t'as de plus précieux, concrètement, c'est l'argent que t'as sur ton compte en banque. Donc, aujourd'hui, on est prudent à ce niveau-là. Mais par contre, on est quand même de plus en plus agressif, dans le bon sens du terme, parce qu'on voit des opportunités. Et aussi, on voit qu'il n'y a pas de concurrents qui peuvent se positionner parce que personne n'arrive à lever autant que nous et personne n'a autant de traction que nous. Donc ça explique j'allais dire la grande prudence, c'est peut-être pas la grande prudence, mais la prudence que vous avez eue dans les effectifs. Parce qu'aujourd'hui, je crois que vous êtes 25, 30 personnes? On est 25 là. 25 personnes. Donc c'est quand même là, pour le coup, un contre-pied un peu de beaucoup de confrères dans les startups qui ont beaucoup recruté et qui s'en mordent peut-être les doigts. 100%, mais en fait, si tu veux, c'est un débat qu'on avait beaucoup avec Julien. Enfin, c'est même pas un débat parce qu'en plus on est complètement d'accord. C'est plutôt on comprenait pas en fait pourquoi les gens annonçaient, et honnêtement, je trouve que la presse est peut-être un peu aussi responsable. Les gens annonçaient dans la presse et se pavanaient d'avoir doublé leurs effectifs et de prévoir de les tripler l'année prochaine. Mais on se disait, mais attends, si tu doubles tes effectifs, tu te crées un nombre de problèmes qui sont énormes, quoi. C'est juste gérer de l'humain, c'est très compliqué. Et moi, j'avais jamais géré autant de gens. J'avais jamais, évidemment, géré autant de choses aussi, parce que c'est très large d'être fondateur. C'est pas que faire des trucs cool, c'est aussi gérer des trucs qui sont un peu moins cool. Et c'est très compliqué. En fait, tu crées une complexité qui est folle. Et surtout, tu crées de l'inertie. Donc nous, aujourd'hui, on a une politique qui est très simple, c'est qu'on prend pas de juniors, on prend pas de stagiaires, pas d'alternants. Quoique c'est en train de changer. On est hybride. On prend que des gens seniors. On fait confiance. Les gens peuvent bosser d'où ils veulent. On ne regarde pas les horaires. On s'en fiche complètement. Nous, ce qu'on donne, c'est un cadre très clair, on donne des attentes très claires et après on attend des gens qui surperforment, tu vois. Donc, par contre, on leur donne toutes les meilleures conditions pour qu'ils y arrivent. Mais en tout cas, moi, je suis pas du tout fan du modèle de dire on va doubler, tripler les effectifs. Oui, il faut tripler les effectifs. Si ta boîte, elle est en train c'est littéralement les clients sont en train de rentrer par les fenêtres et que t'as plus assez de gens pour leur vendre des choses. Mais avant ça sert à rien. Et ce qui est bien, c'est quand tu fais ça, c'est que quand tu fais plus avec moins, c'est que le jour où tu as cette traction, en fait, tu vois que tu as quand même bien prévu le coup et que tes systèmes, ils tiennent bien le coup et que, en fait, au lieu d'avoir 4 personnes à un poste, 4 personnes sur 4 postes, tu as peut-être 2 personnes parce qu'elles sont tellement compétentes qu'elles peuvent gérer ça hyper facilement parce qu'elles ont pensé le truc de façon scalable. Donc, mettre de la contrainte en termes d'effectifs, c'est aussi permettre aux gens de s'exprimer et d'être créatifs. Donc, ça me parle parce que tu vois, moi j'ai monté ma boîte quelques mois avant toi, fin 2019. Moi je suis dans le service, donc ça n'a rien à voir avec toi. Moi, plus j'ai de monde, plus je facture, donc ça me va. Mais c'est vrai que d'un point de vue humain, c'est pas toujours simple à gérer. Mais tu vois, on est 200 personnes 3 ans après. Et c'est vrai que c'est assez fascinant parce que toi, tu peux limiter ta personne. Tu travailles sur ta vélocité et tu travailles sur ton efficacité en essayant de limiter le nombre de personnes. Et ça t'empêche pas de faire de la croissance, d'avoir une grande visibilité avec le même nombre de personnes. Ça t'oblige à être plus créatif, c'est clair. Exactement. Après, je pense que mon apprentissage aussi, c'est que j'ai été un peu trop lent à passer la seconde dans les recrutements. On a été très bon pour passer il y a que Julien et moi, on embauche des premiers ingénieurs, donc François et d'autres gens. Mais après, on a été un peu plus lent. Et on a fait aussi des erreurs de recrutement, mais bon, ça, je pense que c'est des apprentissages qui sont nécessaires. Mais il faut aussi savoir, tu vois, il y a un truc qui est pas mal, qui est le principe de trouver sa zone de génie. Et pour trouver sa zone de génie, en fait, il faut que tu fasses donc c'est vraiment la zone dans laquelle tu t'éclates et tu es parmi les meilleurs au monde. À titre perso, tu veux dire, ou au niveau de ta boîte? À titre perso. Mais en fait, souvent, c'est lié parce qu'en fait, ce que ta boîte fait, c'est ce qui te plaît, etc. Okay. Et donc, ta zone de génie vis-à-vis de ta boîte, c'est ce qui va te faire, c'est ce qui vraiment va te donner de l'énergie, qui va créer de la valeur. Donc, c'est là où tu as envie d'être. Et donc, pour faire ça, pour trouver cette zone de génie, il y a un bon truc à faire, c'est de faire un audit de son énergie. Il y a Mathilde Collin de Front, qui est aussi de YC d'ailleurs, qui a écrit un super article sur le sujet. Et donc, en gros, ce qu'elle explique en 2 mots, c'est que pendant 2 semaines, chaque heure, en fait, tu vas te prendre un petit calendrier avec tous les jours de la semaine, avec un slot par heure. Et après chaque heure, en fait, tu vas mettre un petit point rouge si l'heure t'a drainé de l'énergie et un petit point vert si elle t'en a donné. Et c'est binaire, tu vois. Et c'est pas orange ou jaune. C'est good ou c'est bien ou c'est pas bien. Et ensuite, tu repasses dessus, tu dis, tu repasses sur tous les trucs rouges et tu dis, est-ce que ce truc rouge, je peux l'externaliser? Est-ce que je peux le déléguer? Et ça, tu vois, moi, j'ai été trop lent à le faire. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que déléguer, c'est s'augmenter. Le vrai scale, c'est déléguer. Et les gens qui arrivent à déléguer,
tu vois, c'est vraiment ça le génie. Et aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup pensé, tu vois. Souvent, on se dit, le fondateur, c'est qui? C'est le plus intelligent de la boîte et tout. Non, pas du tout. C'est vraiment le chef d'orchestre. C'est celui qui a compris qu'il fallait des gens plus intelligents que lui sur plein de domaines et donc il arrive à déléguer au bon endroit. Et en plus, ces gens-là adorent faire une tâche qui, toi, te prend de l'énergie ou alors te sape le moral ou alors te fait rien en particulier ou alors juste tu souffres de la faire parce que c'est complexe pour toi. Et donc, l'idée de ce Energy Audit, c'est qu'à la fin, il y a des choses que tu vas pas pouvoir externaliser, donc il faut que tu trouves des façons de les rendre plus agréables. Et il y a des choses que tu adores, donc il faut que tu en fasses plus. Et donc l'idée, c'est de plus en plus avoir des trucs qui te font plaisir, donc des points verts, des heures vertes, et de moins en moins des heures rouges. Et l'apprentissage que j'ai fait, c'est que typiquement après la Série A, on a été un peu trop lent pour recruter. Et je pense qu'on s'est un peu... on a un peu souffert pour rien, tu vois. On n'était pas venu pour souffrir, mais on l'a quand même fait et on aurait pu faire un petit peu mieux. Mais franchement, j'ai aucun regret par rapport à ça. Et franchement, et ça, c'est vraiment marrant. J'ai parlé à plein d'entrepreneurs, tu sais, je leur ai posé plein de questions. Comment t'as fait ci, comment t'as fait ça? Et à chaque fois, je leur demandais s'ils avaient des regrets ou s'ils auraient changé quelque chose. Il n'y en a aucun, il n'y a jamais aucun qui m'a dit, oui, j'ai un regret. Enfin, j'aurais fait différemment. Parce qu'en fait, tous, ça les a amenés là où ils sont aujourd'hui et ils ont tellement appris. Donc, il faut faire ces erreurs-là, il faut accepter. Et après, par contre, il faut ajuster. Et donc, embaucher, oui. Surtout quand tu peux déléguer des tâches qui n'apportent pas de valeur pour toi ou qui peuvent être mieux faites par d'autres, et qui accélèrent la boîte. Mais pas en triplant les effectifs. Parce que la vérité, c'est que tu peux pas embaucher 100 personnes en une année et avoir de la qualité. C'est impossible. Tu auras forcément du déchet. Ça prend du temps de trouver les bonnes personnes. Et moi, ce que je vois depuis quelques mois, c'est que le marché est beaucoup plus facile et qu'on a des talents. On a des super talents qui postulent maintenant. On n'avait jamais eu de gens qui postulaient. Là, j'ai des candidatures où je dois me frotter les yeux en me disant, mais comment c'est possible qu'on attire ces gens-là? C'est génial. Pourquoi? Parce que le marché s'est retourné et c'est un marché, maintenant c'est un marché d'employeurs, c'est plus un marché d'employés. Et ça, c'est très bien pour tous les entrepreneurs. Donc c'est une aubaine, mais il faut pas aller trop vite parce qu'une embauche qui se passe mal, et je pense que tu le sais beaucoup mieux que moi, ça te coûte 9 mois en gros. Entre le moment où tu as décidé d'embaucher, le moment où tu découvres que ça se passe mal, le moment où tu dois malheureusement te séparer de la personne, retrouver une autre personne, etc. Mais t'as perdu 9 mois, voire 12 mois. Et ce temps, c'est peut-être ce qu'on a le plus précieux quand on est en phase de lancement, quoi. Bien sûr, parce qu'encore une fois, n'oublie pas que, et ça aussi, nous, tu vois, on est très transparent avec toute l'équipe là-dessus. Encore une fois, il y a de l'argent en banque, mais il n'est pas infini. Donc, le chrono, il tourne. Chaque seconde de perdu, alors peut-être pas chaque seconde, mais chaque jour de perdu, ça a un vrai coût. Et ce que moi je fais beaucoup et je trouve, ce que j'adore aussi, et Julien d'ailleurs le fait beaucoup aussi, c'est qu'on lit beaucoup de livres et on se fait coacher d'ailleurs pour améliorer évidemment notre leadership, la façon dont on gère notre temps, mais aussi la façon dont on interagit avec les gens, etc. Et ça, pour moi, franchement, c'est la partie que je préfère dans toute cette aventure, dans toute cette histoire. J'adore ce que je fais chez Finari, c'est incroyable et on va faire des trucs de dingue. Et là, tu vois, on avait le vendredi, on présente toujours tout ce que tout le monde a construit. Et chaque fois, je me dis, c'est génial parce que je sais, c'est des idées souvent que j'ai eues il y a très longtemps, alors que c'est même pas ça vient souvent même plus de moi, donc c'est trop bien, mais ça répond à des besoins de nos utilisateurs. Mais tu vois, il y a vraiment ce truc tu vois, il y a cette énergie qui se dégage, quoi. Donc c'est. Mais ça, c'est un truc que j'ai envie de parler avec toi, justement, enfin, que j'ai envie d'aborder, c'est ce rôle de CEO qui est relativement récent pour toi. Ce que tu dis là, à demi-mot, c'est qu'en gros, cette aventure entrepreneuriale, ça te permet d'apprendre sur toi énormément, de te découvrir, d'aller plus loin, d'apprendre des aspects, de travailler des aspects qui font ta personnalité. Toi, tu as eu une évolution dans ce rôle de CEO entre ce que tu étais en 2020, 2021 et ce que tu es aujourd'hui. Tu peux m'en parler un peu de cette évolution et de ce qui t'a amené à évoluer? Est-ce que ça s'est fait naturellement parce que c'est une question de maturité? On t'a amené à réfléchir à ça ou c'est comment t'en es? Est-ce que ça a été travaillé cette évolution ou est-ce que c'est une évolution naturelle d'ailleurs? Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question et tu vois ce que tout à l'heure j'avais perdu le fil de ma conversation, mais ce que j'apprécie le plus, c'est vraiment cette évolution personnelle justement. Donc, tu vois, c'est exactement le sujet dont tu parles. Et comment ça s'est fait? Enfin, l'évolution, oui, elle est énorme. Moi, j'ai l'impression d'avoir changé. Enfin, depuis en un an, j'ai radicalement changé de perception sur énormément de choses. Plusieurs fois. Des fois, j'ai même eu des avis contraires sur le même sujet à un mois d'intervalle. Mais l'évolution, elle est énorme. Si tu veux, j'avais jamais embauché plus de 2 personnes en janvier 2022. Aujourd'hui, j'en ai embauché 20, quoi. Donc, en gros, je suis passé d'un CEO qui fait tout, parce que au début, il y a personne, donc faut tout faire, quoi, à un CEO qui
à des gens avec qui il peut faire, mais qui est quand même très impliqué dans les détails. Et donc, est-ce que j'ai fait du micromanagement? Certainement. Et c'est quelque chose aussi que j'ai appris, tu vois, à mettre de côté. Et aujourd'hui, mon rôle, et franchement, c'est un rôle qui est trop bien, que j'adore, qui me fait beaucoup, beaucoup plus que vraiment, j'ai pas envie d'échanger. C'est vraiment de leader les gens. Et en fait, c'est l'idée en les inspirant, en leur donnant les moyens de réussir, en assemblant les gens qui vont ensemble pour qu'ils créent les choses. Donc, c'est vraiment l'idée, poser une vision très claire, de l'articuler, de la répéter, de la matraquer quasiment, pour être vraiment sûr que tout le monde comprenne bien ce qu'on est en train de faire, pourquoi on est en train de le faire. Et après, si tu veux, moi, je suis pas celui qui va dire on va faire telle action, telle fonctionnalité ou tel truc pour exécuter la vision. Je pose le cadre. Tu vois, c'est comme un artiste, un peintre. Un peintre, Picasso était extrêmement créatif. Pourtant, il avait un cadre. Et c'est ça qui lui permettait d'être créatif. C'est qu'il avait délimité la zone dans laquelle il allait créer. Bah, moi, c'est pareil. Mon rôle, c'est de délimiter la zone dans laquelle on va créer. C'est qu'est-ce qu'on veut atteindre en créant. Mais par contre, après, ce que j'attends de mes équipes, et c'est pour ça que j'ai que des seniors, c'est que j'attends qu'ils créent. J'attends qu'ils apportent des idées. Dans les contraintes que tu leur donnes. Dans le cadre. Exactement. Exactement. Et le cadre, évidemment, c'est pas que mes idées quand je me lève le matin. Tout le monde y contribue. Et donc, l'idée, c'est que moi, je lead ça, je mets ça en musique, et après, je vends ça aussi à des utilisateurs. Je vends ça à des investisseurs. Moi, je suis le monsieur sandwich de Finari. On a fait aussi cet accord avec Julien. Je recommande à tout le monde d'avoir un accord très clair sur qui communique et qui ne communique pas. Et puis lui, ça lui va bien parce qu'il est très discret. Enfin, il est très... Exactement. Et donc, tu vois, moi, j'adore faire ça. Lui, ça ne l'intéresse pas. Ben voilà, c'était tout trouvé. Donc, on se complète très bien là-dessus. Lui, il y a d'autres choses qu'il adore faire que moi, j'aime moins faire. Ben, c'est parfait. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, si tu veux, là, c'est en ce début d'année et cette fin d'année, j'ai beaucoup réfléchi à la vision et ça a été vraiment un moment de réflexion. Et donc, pour répondre à ton autre question sur comment ça s'est fait, ben, je vais te dire que ça s'est fait dans la douleur parce que c'est compliqué, tu vois. Enfin, je pense que toi, tu as changé aussi énormément à mesure que pas que ton aventure entrepreneuriale, mais en fait de tout. C'est juste que l'entrepreneuriat, c'est un peu tout ça sous stéroïde, quoi. T'évolues beaucoup plus vite que dans une carrière où c'est plus bordé, où tu vas être dans une boîte où tout est plus cadré, parce qu'il n'y a pas de cadre, justement. C'est toi qui crée le cadre. Et donc, la première très bonne chose que j'ai faite, que je recommande aussi beaucoup et que YC m'a recommandé, c'est de se faire coacher. Donc ça, j'ai commencé début d'année dernière et c'est indispensable. Et tout le monde doit être coaché si vous voulez entreprendre, si vous voulez aller loin, il faut se faire coacher. Pourquoi il faut se faire coacher? Bah, c'est pour revenir à Mbappé. Mbappé, il a un nutritionniste, il a un préparateur physique, il a peut-être un psychologue, il a un chauffeur probablement. Enfin, tu vois, il a un entourage. Il a tout. Il a quelqu'un qui est là pour tout. Pourquoi? Parce que lui, son métier, c'est de marquer des buts et c'est d'être exceptionnel là-dedans. Et il a le talent pour ça. Par contre, c'est pas son métier de réfléchir à la nutrition ou au programme qu'il doit faire et combien de montées de genoux il va devoir faire pour être au top. Et donc, il va s'entourer de gens qui vont l'aider. Et en fait, les sportifs de haut niveau sont des exemples pour moi, en tout cas, parce que je vois beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on peut appliquer à nous, entrepreneurs. Et donc ça, c'est quelque chose. Tout le monde devrait aller voir un psychologue. Tout le monde devrait avoir un coach. Des fois, c'est la même personne. Et ça permet non seulement d'avoir de la perspective, mais aussi d'en apprendre plus sur soi-même, de régler des sujets de fond et de juste d'évoluer, quoi. Et d'évoluer positivement. C'est trop bien. Et l'autre truc, enfin, il y a deux autres choses, c'est lire. Je lis énormément de bouquins sur ce sujet. Ça me passionne. Sur la psychologie, sur la façon dont le cerveau fonctionne, sur des fois aussi des bouquins qui n'ont rien à voir, tu vois, mais j'essaye vraiment j'alterne. Je lis pas que des bouquins de développement personnel parce que sinon on devient fou, mais je lis, je sais pas, de la poésie et après je vais lire des trucs. Mais par contre, tu vois, par exemple, j'ai remarqué que j'ai besoin de lire le matin avant de commencer. Donc je me lève, je vais sortir mon chien parce que j'ai un chien et après je lis pendant une demi-heure. Et c'est ça qui me permet de poser ma journée. Et si j'ai pas ça, en fait, et d'ailleurs, je prends le métro maintenant, alors qu'avant, je venais en scooter ou en vélo, parce que je peux lire dans le métro et je trouve ça trop bien. Et ça, ça m'amène au troisième point que j'ai appris via les bouquins et le coaching, qui est le temps, c'est précieux, il faut le maîtriser, en fait. Si c'est pas toi qui es maître de ton temps, les autres prennent le contrôle. Et donc, aujourd'hui, et ça va paraître bizarre, moi, je planifie ma vie, en gros, 1 an à l'avance. Donc, je book les trucs 1 an à l'avance. J'essaie de poser un maximum de choses. Et la première chose que je fais quand je planifie 1 an à l'avance, ce que j'ai fait là en décembre, c'est ma vie perso, évidemment. Parce que c'est le plus important. Si on n'est pas bien dans sa vie perso, tout le reste, ça sert à rien. Donc, je vais faire en sorte de passer du temps avec mon ami. Je vais faire en sorte de pouvoir passer du temps en famille,
passer du temps avec mes amis, faire les activités qui me plaisent, parce que voilà, j'adore faire du parachutisme, donc je vais essayer d'en faire un maximum, j'adore aller skier, donc je vais essayer d'en faire un maximum, je vais faire du vélo, je vais faire rien des fois. Mais en tout cas, je vais bloquer ça dans mon agenda. Et donc, tu le mets dans ton agenda concrètement? Ouais, je mets dans mon agenda. Les temps avec les potes ou je sais pas quoi, tout. Ouais. Le sport. Tout. Le sport, tu vois, je vais au sport 3 fois par semaine, c'est bloqué. J'ai un buffer avant parce que je sais que je vais avoir une demi-heure de battement pour pouvoir y aller tranquillement. Et tu vois, ça pose un cadre, encore une fois. Ça veut pas dire que dans 9 mois, vu que c'est pas dans le calendrier, je vais pas pouvoir faire autre chose que ce qui est prévu. C'est juste que ça me donne une liberté d'organisation qui est énorme parce que du coup, je m'organise autour de ça. Et franchement, c'est un exercice que j'invite tout le monde à faire parce que c'est très cool. C'est hyper intéressant et ça fait un peu peur et ça paraît un peu bizarre. Je l'ai expliqué, on a beaucoup parlé en interne, j'en ai parlé à tous mes employés et je sais qu'il y en a plein qui ont mis ça en place aussi. Parce que, en fait, ils ont vu les vertus de ça. Et le temps, c'est vraiment la base. Et ça me permet, du coup, de me concentrer sur l'essentiel qui est, en gros, réfléchir au business, réfléchir à la stratégie, réfléchir à ce qu'on pourrait faire de nouveau, comprendre le marché, analyser les concurrents, etc. Et pour ça, je me suis inspiré d'un système qui s'appelle le GTD, Getting Things Done, qui est aussi un bouquin d'ailleurs qui est très cool. Et en gros, le GTD, c'est quoi? C'est de dire, en 2 mots, que le cerveau n'est pas un mécanisme de stockage. C'est un endroit qui est fait, c'est un organe qui est fait pour réfléchir, qui est fait pour penser. Donc, dès qu'on pense à quelque chose, en fait, ça va dans le GTD. Et donc, concrètement, par exemple, là, pendant ce call, je vais me dire, ah tiens, Geoffrey, il m'a parlé de tel bouquin, je le note dans mon GTD. Et donc, j'ai une liste, en fait, et après, c'est pas rentrer en détail, mais en gros, on va noter tous les trucs qui nous passent par la tête ou qu'on nous mentionne ou qu'on a envie de faire. On les note dans le GTD et après, on les classe entre à faire tout, soit ça prend moins de 2 minutes, on le fait tout de suite. Ça, c'est la règle de Xavier Niel. Je crois que c'est 5 minutes, lui, mais soit ça prend 5 minutes, on le fait tout de suite. Soit ça prend un peu plus longtemps. On se dit qu'on le met juste dans les next things to do. Donc, il y a juste une liste de trucs à faire. Et donc, tous les jours, en fait, toute la journée, on va aller sur son next things to do. On va juste dépiler la liste. Soit c'est un projet qui prend un peu de temps, un peu de réflexion. Dans ce cas-là, on a un petit tableau en dessous avec les projets. Donc, on va passer les projets au fur et à mesure avec les deadlines. Et ça, c'est le hack absolu. Et ça revient à ce que dit Mathilde Collin sur déléguer. Soit tu peux déléguer. Et donc, moi, j'essaye de déléguer un maximum de choses. Il y a plein d'idées avant. Je les prenais, je me disais, tiens, je vais essayer de résoudre le truc. Et donc, j'étais partout, tu vois, j'étais en train de remuer plein de trucs. Mais en fait, il faut aussi que ton équipe puisse s'exprimer. Donc, maintenant, quand j'ai une idée, je le note dans mon GTD. Je vois, tiens, ça, c'est un point pour un tel. Je vais aller voir un tel. Je lui dis, tiens, j'ai pensé à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Il va me donner son avis. S'il me dit c'est nul, on oublie. S'il me dit c'est bien, voilà, c'est pour lui. Et après, moi, je note dans mon GTD que j'ai remis le sujet à un tel. Et donc, la semaine d'après, ou quand il m'aura dit, je lui demande ensuite quand est-ce qu'on en reparle. Il va me dire, on en reparle dans 2 semaines. OK. Dans 2 semaines, j'ai un reminder. Après, je lui dis, tiens, où est-ce que t'en es? L'avantage, c'est que tu responsabilises aussi la personne. Ton équipe responsabilise. Tu les coaches. Ouais. Tu les coaches. Et en fait, ça, c'est le truc que je trouve trop bien. C'est que aujourd'hui, je suis beaucoup plus en train de coacher les gens. D'ailleurs, ce que je fais pas du tout sur ce podcast, mais tu vois, typiquement, quand je fais un one-to-one, je vais surtout te poser des questions. Je vais te dire, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu peux améliorer? Tu vas me dire, moi, j'ai fait ça. Je vais te dire, t'en penses quoi? Ou tu vas me demander, t'en penses quoi, toi? Je vais te retourner la question. Je vais dire, et toi, t'en penses quoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai pas envie c'est pas mon rôle de te donner les réponses. Moi, c'est pas moi l'expert, c'est toi. Moi, je suis là pour t'aider, pour t'accompagner, pour te donner les connaissances et les ressources dont tu as besoin. Mais par contre, je veux te responsabiliser. Et le coaching, c'est poser des questions, concrètement. Donc, il y a une tonne de livres qui permettent de se former sur ça, mais je pense qu'il faut parler à quelqu'un, et il faut parler à quelqu'un toutes les semaines. Donc, moi, je parle à mon coach toutes les semaines, même si j'ai rien à lui dire. À chaque fois, je ressors et je me dis, trop cool. Parce qu'il te les donne ou c'est toi qui te les trouves? Non, c'est parce que moi, alors, faut préparer ces rendez-vous. Donc, j'arrive, souvent, j'ai 1 ou 2 sujets, mais en fait, après, on dérive, tu vois. Et lui, il me dit, j'ai l'impression que ça t'inspire ça. Et donc, on va partir sur ça. Ou alors, on va revenir à d'anciennes choses que lui, s'était noté ou que, tu vois, qu'on a déjà abordé. Mais je sors toujours avec quelque chose de passionnant et j'apprends énormément. Et donc, ça, c'est trop bien. Et vraiment, tu vois, lui, en fait, c'est lui qui m'a dit, vois-toi comme un athlète de haut niveau. Si t'es pas prêt à investir en toi, en fait, t'es pas sérieux, tu vois. Et donc, les entrepreneurs qui veulent tout faire, qui veulent y aller sans se faire aider, etc., dites-vous que tous les grands entrepreneurs, tous les grands patrons, toutes les grandes patronnes, ils ont des gens qui les accompagnent, ils ont des gens qui les aident, ils ont des gens qui les soutiennent moralement, psychologiquement, avec leur temps, avec d'autres choses.
C'est presque la version immergée de l'iceberg, et derrière, il y a une organisation, quoi. C'est la version immergée de l'iceberg, et j'ai envie de te dire, il y a un autre club en France qui s'appelle le Galion, qui est un club d'entrepreneurs. Ouais. Et le Galion, c'est aussi ça, tu vois. C'est de pouvoir partager des idées, mais aussi, surtout, se confier. Et tu vois, il y a la face, il y a ce qu'on projette vers l'extérieur, et après, il y a la réalité. Et c'est l'entrepreneur, enfin, le fondateur ou le CEO, il est tout seul, en fait, en haut de sa pyramide. Il peut pas parler à tous ses employés, il peut pas leur partager tous les problèmes. Tu vois, ça crée du stress pour rien, etc. Donc ça, c'est aussi une façon d'externaliser ça et de le partager avec des gens qui comprennent, qui sont déjà peut-être passés par là, qui ont peut-être des choses à partager aussi. Et c'est hyper important. Du coup, encore une fois, on revient au point du début qui est de s'entourer et d'être proche de gens qui ont aussi envie d'entreprendre. C'est indispensable. Est-ce qu'il y a des outils qui t'aident à faire ça au quotidien? Tu parles de mon GTD, c'est quoi? C'est une to-do list quelconque? T'as quoi comme outil qui te permet d'être efficace dans ton quotidien? Alors le GTD, c'est énorme parce que c'est un bouquin qui est assez vieux, je crois qu'il date des années 60. Et donc le mec l'a écrit, en fait au début il disait achetez un tel type de livre. Et ensuite il a dit les ordinateurs sont arrivés, du coup il a commencé à recommander des logiciels. Et en fait maintenant il dit on s'en fiche du logiciel, on s'en fiche du livre. Si vous voulez le faire sur un bout de papier, si vous voulez écrire sur votre mur, faites ce que vous voulez, tu vois, ça n'a aucune importance. Et donc, moi, aujourd'hui, j'utilise Notion et je me suis littéralement fait un truc de GTD qui est, mais ça m'a pris à peu près 4 minutes à faire, tu vois. C'est juste une liste de trucs, quoi. C'est une liste, les incoming topics, le what's next, les gros projets, ce que j'ai délégué. Et après, oui, j'ai oublié parce qu'il y a aussi les choses que tu vas ranger, en fait. Par exemple, toi, tu vas me partager une étude intéressante et je vais me dire, ah ouais, cool, j'en ai pas besoin forcément, j'ai pas d'action à faire, donc je vais juste la ranger là, comme ça, je la garde de côté. Mais voilà, et encore une fois, je me débarrasse l'esprit de ça. Et ça, la liberté, si tu peux imaginer la liberté que ça... Enfin, moi, ça a eu vraiment un effet libérateur sur moi parce que ça m'a enlevé une charge mentale énorme. Donc, j'utilise Notion et un template vraiment tout simple. Mais il y a des outils, par exemple, il y a Routine qui permet de faire ça. D'ailleurs, c'est une boîte ici, ils étaient dans notre promo. Et ils sont très, très forts là-dessus. Le fondateur s'appelle Julien aussi. Et lui, il est passionné par le GTD, il le connaît beaucoup mieux que moi. Donc, Routine, on peut essayer. Et sinon, ce que j'utilise, c'est que je snooze mon téléphone entre 9h et 19h tous les jours. Et donc, les seuls qui peuvent m'appeler, c'est ma copine, ma maman et mes sœurs, en gros. Et si tu veux, ça, c'est incroyable aussi. Et mon cofondateur, évidemment. Donc, ça, c'est génial parce que du coup, je vois pas les notifications d'email. Je vois pas les notifications de messages, machin. Ça ne m'intéresse même pas. D'ailleurs, mes emails, le matin, j'arrive, je regarde mes emails. À 9h, donc j'arrive à 8h en gros au bureau, je vais faire des trucs perso. Après 8h30, entre 8h30 et 9h, je vais faire les emails. Des fois, j'en ai beaucoup, donc j'aurais pas fini à 9h, tant pis. Je les mets de côté. Et d'ailleurs, les emails me permettent d'alimenter mon GTD. Et ensuite, je passe au vrai sujet de fond. Et mon calendrier, il est vide en fait. Il est complètement vide. J'ai aucun rendez-vous externe du lundi au jeudi. D'ailleurs, aujourd'hui, on est vendredi. Et j'ai que des rendez-vous pour manager mon équipe, pour les coacher, et pour réfléchir à des histoires de produits, parce que le produit, c'est la base de ce qu'on fait chez Finari. Donc, si tu veux, ma journée, c'est vraiment, j'arrive et je réfléchis à ce qui me plaît. Et j'ai sorti tous les trucs qui m'ennuyaient et qui sont pas intéressants. Mais tu vois, en termes de tooling, il n'y a pas grand-chose au final. C'est un téléphone, et surtout une vraie rigueur. Une vraie rigueur et accepter que tu vas déléguer. Et ça, c'est un truc qu'il faut s'y faire et on délègue de plus en plus et franchement, c'est top, quoi. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui me permet c'est bizarre à dire, mais qui permet de scale en tant que personne parce que ton temps n'est pas incompressible. J'ai de plus en plus de choses à faire, mais j'ai pas l'impression de me noyer dedans. Et est-ce que tu as des équipes en direct ou des responsabilités en direct ou finalement tu coaches, on va dire, des responsables de département et t'es plus vraiment dans l'opérationnel? Alors aujourd'hui ça dépend parce que j'ai par exemple la partie réglementaire, je l'ai en direct. Mais la personne est toute seule, tu vois. Donc, j'ai des gens qui me reportent qui n'ont, eux, pas de direct report eux-mêmes. Okay. Et après, j'ai des gens qui, par exemple, le product, je suis le CPO de Finari aussi. Les product managers me reportent. Et par contre, c'est eux qui vont gérer les développeurs, ils vont gérer les engineering managers, ils vont gérer les designers, etc. Pareil, le head of design me reporte, mais derrière, c'est lui qui gère les designers, etc. Donc, au maximum, j'essaye de mettre des gens. Par contre, je mets pas de middle manager pour le plaisir de les mettre. Je les mets parce qu'ils apportent vraiment quelque chose. Et tu vois, on change aussi notre système. Des fois, on voit que leur gars, elle marche plus, donc on va l'adapter. Mais dans un monde idéal, moi, vraiment, je ferais que me concentrer et réfléchir au produit, d'une part, et communiquer vers l'extérieur, d'autre part.
pour vraiment aider la marque Finari, être le visage, aller prêcher la bonne parole. Et le troisième truc, c'est gérer les équipes. Et ça, c'est quelque chose qui est pas naturel pour moi. C'est difficile de gérer des gens, je trouve. Mais j'ai trouvé, tu vois, durant cette dernière année surtout, beaucoup de clés pour être, je pense, un meilleur manager et surtout un manager qui permet aux gens de grandir. Parce que j'ai eu la chance chez Trainline d'avoir un manager qui s'appelle Daniel, qui est quelqu'un d'incroyable, qui est coach d'ailleurs maintenant, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses. Il s'appelle Daniel Beutler. Ouais, il est génial. Et Daniel, si tu veux, ce qu'il faisait à l'époque avec moi, la façon dont il a interagi avec moi, la façon dont il m'a challengé, la façon dont il m'a donné de la liberté, il y a beaucoup de choses en fait que je comprends maintenant avec le recul, parce que je me dis ah oui, en fait quand il a fait ça, il voulait, c'était un pari sur ce truc-là, ou alors là, communiquer comme ça. Tu vois, typiquement un truc qu'il faisait que je trouvais impressionnant, c'est que quand il partait en vacances, il coupait tout, il était impossible à joindre, tu vois. Et il disait par contre, s'il y a une urgence, évidemment, vous m'appelez, mais sinon je ne regarderai pas mes emails, je ne regarderai pas mes trucs et tout. Et ça, c'est quelque chose que je m'impose aussi. Et d'ailleurs, Daniel aussi bookait ses vacances 1 an à l'avance, déjà à l'époque, et je trouvais ça très bizarre. Aujourd'hui, je le fais aussi parce que ça m'apporte une liberté totale. Et donc, ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça, tu vois, le plus important, c'est de se lancer et de faire ces expériences-là. Et ça, on le fait avec le temps. Franchement, il y a rien c'est malheureux, mais il faut y passer du temps pour s'améliorer. Est-ce qu'il y a une boîte dans l'environnement tech aujourd'hui qui t'inspire dans sa maturité, on va dire dans ses opérations, dans son exécution? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Moi, il y a une boîte que j'adore, mais parce que j'ai un lien particulier avec le fondateur, qui s'appelle Mathieu, qui est un de mes investisseurs. Et Mathieu, il a créé une boîte qui s'appelle Photoroom. Et Photoroom, c'est aussi une boîte YC, encore une fois. Et Photoroom, c'est une app à l'origine qui permet d'enlever les fonds sur des photos. Donc, tu vois, par exemple, vous êtes en photo devant un bâtiment. Avec Photoroom, tu vas pouvoir enlever le fond pour réutiliser cette photo ailleurs. Et c'est une boîte qui a une traction exceptionnelle. Je pense que c'est l'app française qui génère le plus de revenus sur l'App Store. D'ailleurs, j'en suis assez sûr. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et Mathieu, il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé. Donc, ils sont super forts, ils sont super focus, ils font du machine learning. Ils ont maintenant, ils permettent avec l'IA, ils permettent de faire énormément de choses. C'est génial. Et il m'a dit un truc que je trouvais génial. C'est, moi, mon but, c'est que 10% des photos dans le monde, des photos professionnelles dans le monde, soient traitées via Photoroom. Et je me suis dit, c'est tellement... Et je sais plus, il avait la stat sur combien de photos sont traitées tous les jours par des logiciels type Photoshop et compagnie. Et je me suis dit, c'est tellement ballsy comme... Enfin, qui se lève le matin en se disant, c'est ça mon but? Bah lui, il se lève en se disant ça. Et en fait, il arrive à avoir une app qui a des millions de téléchargements. Je crois c'est plus de 100 000 téléchargements par jour, pour te dire le truc. Donc, incroyable exécution produit, incroyable vision. Je pense que Photoroom, ça va valoir plus d'1 milliard et ce sera une licorne en France. J'en suis sûr même. Et je suis pas investisseur, j'aurais bien aimé. Et par contre, le pendant de ça, ce qui est impressionnant, c'est que il y a pas d'ego. C'est quelqu'un c'est d'ailleurs son cofondateur aussi, hyper accessible. Et ça, je trouve ça c'est génial. Et les très bons fondateurs sont tous comme ça. Ils ont fait des trucs de dingue, mais par contre, low profile. Ils sont pas en train de... Ils sont low profile. Parlant de toutes ces personnes que tu croises et qui t'inspirent, est-ce qu'il y en a une que tu me recommanderais d'avoir à ce micro qui a un parcours ou une personnalité qui mérite d'être présentée au plus grand nombre? Bah franchement, Mathieu de Photoroom, tu sais, il a été dans une boîte qui a été rachetée par GoPro. Il a bossé dans une boîte qui est aussi... alors je me souviens plus du nom, mais il a bossé d'ailleurs à l'époque avec Nicolas Decène de Algolia. Donc tu vois, c'était... comment ça s'appelle? Il voulait concurrencer Google, pour te dire. Et cette boîte a sorti un nombre de fondateurs hallucinant, alors que ça a été un échec, en gros. Donc, ouais, Mathieu, je le trouve génial. Ouais, je pense que c'est lui, parce que il y a peu de gens en France qui ont des produits B2C qui cartonnent. Et ça, c'est un gros axe de travail pour nous. Donc, j'espère que Finari va cartonner. Mais en tout cas, lui, il est en train de cartonner déjà à son niveau. Il porte l'étendard français. Les chiffres sont très impressionnants et ça va que s'améliorer. Et ben on va aller creuser ça. Merci Mounir pour tous ces insights et ce partage d'expérience. C'était hyper cool de t'entendre. Merci beaucoup Geoffrey. À bientôt. À très bientôt. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à suivre le compte Innovation Leaders sur LinkedIn et Instagram, mais pensez aussi à vous abonner à notre newsletter sur innovationleaders.live pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve dans 2 semaines. À très vite.